Chloé a levé sa coupe de champagne, un sourire parfaitement maîtrisé sur les lèvres, et a dit d'une voix claire pour que toute la table entende. « À ton premier vrai travail, ma chérie. Mieux vaut tard que jamais. » Un silence d'1 seconde a flotté au-dessus de la nappe blanche du restaurant lyonnais, puis les rires ont éclaté. D'abord celui de mon père, un rire franc et sonore, puis celui de ma mère, plus discret mais tout aussi complice. Leurs regards se sont tournés vers moi, pleins d'une affection condescendante, attendant que je joue le jeu, que je souris à cette pique déguisée en humour. J'ai senti le pied de ma coupe de champagne devenir glacial sous mes doigts. Le brouhaha du restaurant s'est estompé, ne laissant que le son de leur hilarité qui résonnait dans ma tête. Ce dîner était censé être pour moi, pour célébrer mon embauche dans cette start-up prometteuse. Mais en une phrase, ma sœur venait de le transformer en son propre spectacle, me reléguant une fois de plus au rôle de la petite dernière un peu lente, celle qui arrive toujours après la bataille. Leur rire ne m'a pas seulement blessée, il a confirmé une vérité que je refusais d'admettre. Pour eux, j'étais une note de bas de page dans l'histoire glorieuse de ma sœur. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, étudiant le dessin complexe de la porcelaine pour ne pas croiser leurs regards. Mon cœur battait un rythme lourd et sourd dans ma poitrine. La douleur était si vive qu'elle en devenait physique, une pression sur mon thorax qui m'empêchait de respirer normalement. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais minimisé mes réussites pour ne pas faire d'ombre à Chloé, toutes les fois où j'avais accepté les comparaisons silencieuses, les éloges pour elle et les encouragements polis pour moi. Cette humiliation publique n'était que le point culminant d'années de dévalorisation subtile. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, si on vous a déjà fait sentir petit pour que quelqu'un d'autre puisse paraître grand, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'ai très envie de vous lire. Ce qu'ils ignoraient, en riant de bon cœur, c'est l'ironie cruelle de la situation. Ils ne savaient pas que pendant 5 mois, j'avais secrètement versé 500 € par mois à Chloé pour l'aider à rembourser une dette de carte de crédit de 2500 €. Une dette qu'elle avait accumulée après avoir été licenciée de son précédent travail, un fait qu'elle avait soigneusement caché à nos parents. Cet argent, je l'avais gagné en donnant des cours de mathématiques jusqu'à tard le soir, sacrifiant mes week-ends et mes sorties. C'était l'argent que j'économisais pour la caution de mon premier appartement, pour mon indépendance. Elle m'avait juré de tout me rembourser dès qu'elle retrouverait un emploi, mais depuis qu'elle avait signé son nouveau contrat, le sujet était devenu tabou. Mon sacrifice, ma loyauté, tout cela était balayé par une blague méprisante servie avec du champagne, payée en partie par l'argent que je lui avais donné. J'ai finalement relevé la tête, un sourire fragile collé sur mon visage. J'ai porté ma coupe à mes lèvres et j'ai trinqué silencieusement, jouant la comédie de la bonne humeur. J'ai vu le soulagement dans les yeux de ma mère et la fierté dans ceux de Chloé, satisfaite d'avoir rétabli l'ordre naturel des choses, avec elle au sommet. Mais à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. La gentille petite sœur, celle qui endure tout en silence, venait de disparaître. Il continuait de rire, ignorant le changement qui venait de s'opérer en moi, un calme glacial qui remplaçait la blessure. Ma sœur pensait avoir gagné la manche avec son toast humiliant. Elle ne se doutait pas une seule seconde que je détenais l'arme qui allait non seulement mettre fin à la partie, mais aussi faire exploser l'image parfaite de notre famille. Ce souvenir du restaurant n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus ancien, une mosaïque d'injustices silencieuses qui avait commencé bien avant mes 19 ans. Je me souviens d'un exposé de géographie quand j'avais 12 ans. Chloé, qui en avait 17, avait oublié le sien et, en panique, avait déchiré plusieurs pages du mien pour construire quelque chose de présentable à la dernière minute. Mes parents l'avaient trouvée en larmes, et au lieu de la gronder, ils l'avaient félicitée pour son ingéniosité face à la pression. Moi, j'avais eu une note médiocre avec mon travail mutilé, et quand j'avais tenté d'expliquer, on m'avait dit de ne pas être jalouse du talent de ma sœur. J'ai appris ce jour-là que la vérité n'avait aucune importance face à la légende de Chloé, la fille brillante et fragile qu'il fallait à tout prix protéger. J'ai appris à ravaler mes mots et à réparer en silence les dégâts qu'elle laissait derrière elle. Cette dynamique s'est renforcée à l'adolescence. Pour ses 18 ans, après avoir obtenu son bac avec mention,
Mes parents lui ont offert une petite voiture d'occasion d'une valeur de 4 000 €. C'était une fête, une célébration de son excellence. 2 ans plus tard, quand j'ai obtenu la même mention, j'ai reçu un bravo sincère mais rapide et une enveloppe avec 200 €. La justification était simple. Pour Chloé, c'était un exploit. Pour moi, c'était normal. J'étais la bonne élève discrète, celle dont on n'attendait rien de moins que la perfection silencieuse. Personne ne voyait les nuits blanches, le stress, les sacrifices. Mon succès était un dû, le sien un événement. Je n'ai jamais réclamé d'égalité, car je savais que cela aurait été perçu comme une mesquinerie. J'ai donc souri, remercié pour l'enveloppe, et continué à jouer mon rôle de pilier invisible, celui qui soutient la scène sans jamais monter dessus. Puis, il y a 6 mois, le pilier a failli céder sous un poids nouveau. Chloé m'a appelée en pleine nuit, sa voix brisée par des sanglots que je ne lui connaissais pas. Elle avait été licenciée. Pas une rupture conventionnelle, un vrai licenciement. Elle m'a supplié de ne rien dire à nos parents. Leur déception serait trop grande à supporter. Le problème, c'était une dette de 2 500 € sur sa carte de crédit, un mélange de loyer en retard et de dépenses pour maintenir les apparences. J'ai regardé le solde de mon compte en banque, là où dormaient mes économies pour la caution de mon premier appartement. 5 mois durant, je lui ai versé 500 € chaque premier du mois, l'argent gagné en donnant des cours de maths jusqu'à 23 heures. Elle m'a juré de me rembourser au centime près. J'ai accepté parce que c'était mon rôle. La sauver, encore et toujours, dans l'ombre. Ce qu'elle ne m'a avoué que des semaines plus tard, un soir où elle avait trop bu pour maintenir sa garde, c'est la véritable raison de son renvoi. Ce n'était pas une restructuration économique. Elle avait été renvoyée pour faute grave. Pendant des mois, elle avait falsifié ses notes de frais, ajoutant des dîners imaginaires et des trajets personnels, pour un total de 800 €. En entendant ça, un froid m'a envahi. Ce n'était plus de l'imprudence, c'était de la malhonnêteté pure. Une malhonnêteté qui contrastait violemment avec l'image d'intégrité que notre père, directeur financier, vénérait par-dessus tout. J'ai gardé ce secret, plus lourd encore que le premier, pensant que c'était le fond du gouffre pour elle. Je pensais la protéger d'elle-même, mais je réalisais maintenant que je ne faisais que protéger son mensonge, lui permettant de continuer à exister sans jamais faire face aux conséquences de ses actes. En rentrant du restaurant ce soir-là, tous ces souvenirs tournaient en boucle dans ma tête. Le rire de mes parents n'était pas qu'un simple rire. C'était la validation de toutes ces années de favoritisme, l'écho de chaque injustice que j'avais subie en silence. Le toast de Chloé n'était pas une simple blague, c'était une affirmation de son pouvoir, la certitude qu'elle pouvait m'humilier publiquement tout en dépendant secrètement de mon sacrifice. Elle se sentait intouchable, protégée par le mythe familial qu'elle avait si soigneusement construit et que j'avais, par ma discrétion, aidé à maintenir. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du taxi et pour la première fois, je n'ai pas vu une victime. J'ai vu quelqu'un qui tenait entre ses mains le fil qui, si je le tirais, ferait s'effondrer tout le château de cartes. Je ne savais pas encore si j'en aurais la force. Le lendemain matin, le rire de ma famille résonnait encore dans ma tête, comme un écho désagréable qui refusait de s'éteindre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, regardant la lumière grise de Lyon filtrer à travers les rideaux, et j'ai senti un vide immense s'installer dans ma poitrine. La blessure de la veille n'était plus une douleur aiguë, mais une sorte de fatigue sourde, l'épuisement de celle qui a trop longtemps porté un fardeau en silence. J'ai repensé à chaque sacrifice, chaque compliment ravalé, chaque fois que j'avais minimisé mes propres victoires, pour ne pas faire d'ombre à ma sœur. J'avais cru que ma loyauté serait un jour reconnue, que mon soutien indéfectible finirait par compter à leurs yeux. Mais ce dîner m'avait prouvé le contraire. Pour eux, j'étais une commodité, une présence rassurante destinée à rester dans les coulisses, pendant que Chloé brillait sous les projecteurs. Ce matin-là, la solitude était plus pesante que jamais, une compagne glaciale dans ma petite chambre d'étudiante. C'est alors que mon téléphone a vibré sur la table de chevet, un son strident dans le silence de la pièce. Un message de Chloé. Mon cœur s'est serré d'une appréhension familière. Je l'ai ouvert, et les mots sont apparus sur l'écran,
aussi froid et tranchant qu'une lame. « Sérieux, Léa, c'était juste une blague. Arrête d'être si sensible. » Chaque mot était une minimisation, une façon de me dire que mes sentiments n'avaient aucune valeur. Mais ce n'était pas tout. Une deuxième phrase suivait, d'une audace qui me coupa le souffle. « D'ailleurs, tu pourrais me prêter 200 €? C'est un peu juste ce mois-ci. » J'ai relu le message, encore et encore, incapable de croire à un tel mépris. Elle m'humiliait publiquement, niait ma douleur, et dans la même respiration, me demandait de l'argent. L'argent que je gagnais en travaillant dur, l'argent qu'elle ne me remboursait jamais. Le téléphone est devenu incroyablement lourd dans ma main, un objet de dégoût. À cet instant précis, la tristesse s'est évaporée, remplacée par une colère froide et pure, une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était plus une question de sensibilité ou de jalousie. C'était une question de respect fondamental, un respect qu'elle ne m'avait jamais accordé. J'ai compris que son comportement n'était pas un accident, une gaffe occasionnelle. C'était un système dans lequel elle prenait tout, mon argent, mon soutien, ma patience, et ne donnait en retour que de la condescendance. Elle me voyait comme une ressource inépuisable, un puits sans fond dans lequel elle pouvait puiser à sa guise, sans jamais craindre de le voir se tarir. Le souvenir des 2500 € que je lui avais donnés est remonté à la surface, non plus comme un acte de générosité, mais comme la preuve de ma propre naïveté. J'avais financé le couteau avec lequel elle venait de me poignarder dans le dos, et elle osait encore me demander de l'aiguiser. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'ai composé le numéro de Sarah, ma meilleure amie. J'avais besoin d'une voix extérieure, d'une encre pour m'empêcher de sombrer dans le doute. Je lui ai tout lu, le toast, le message, ma voix étonnamment calme et détachée. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit des mots qui ont résonné en moi comme une vérité longtemps attendue. « Léa, ce n'est pas une blague, c'est de l'abus. C'est de l'exploitation émotionnelle et financière. Tu as le droit de te défendre. Tu lui as sauvé la mise. Elle n'a aucun droit de t'humilier comme ça. » Ces paroles étaient simples, directes, mais elles ont brisé la dernière digue de ma patience. Elle avait raison. J'avais passé ma vie à excuser l'inexcusable, à protéger quelqu'un qui ne se souciait que d'elle-même. La loyauté aveugle n'était pas une vertu, c'était une prison. Et je venais de trouver la clé. En raccrochant, une décision s'est formée dans mon esprit, nette et irrévocable. La petite sœur discrète et accommodante était morte la veille, au son des rires de sa famille. Une autre personne était en train de naître de ses cendres, quelqu'un qui comprenait que la paix à tout prix n'était qu'une autre forme de guerre contre soi-même. Je ne répondrai pas à son message. Je ne lui enverrai pas d'argent. Je ferai quelque chose de bien plus efficace. J'attendrai dimanche, le déjeuner dominical, ce rituel sacré où l'image de notre famille parfaite était si soigneusement entretenue. C'était la scène idéale. Je n'allais pas crier, ni pleurer. J'allais simplement dire la vérité, une vérité qu'elle avait si bien cachée. Chloé pensait avoir gagné une bataille avec un toast humiliant. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de me donner l'arme qui me permettrait de gagner la guerre. Les jours qui ont suivi ont été étranges, suspendus dans un silence que j'avais moi-même imposé. J'ai ignoré les messages de Chloé, qui sont passés de l'agacement à une inquiétude feinte, puis à une irritation pure. Je ne répondais plus. Je passais mes soirées seule dans ma chambre, non pas à pleurer, mais à réfléchir. La douleur de l'humiliation était toujours là, une braise chaude dans ma poitrine, mais elle ne me paralysait plus. Au contraire, elle alimentait une nouvelle forme de clarté. Chaque souvenir de sacrifice, chaque injustice silencieuse, s'assemblait pour former une image d'une netteté effrayante. Je voyais enfin le schéma, la dynamique toxique qui nous liait. Mon silence et ma gentillesse n'avaient pas acheté la paix. Ils avaient simplement nourri le monstre. J'avais passé ma vie à reculer pour lui laisser de la place, et elle avait fini par occuper tout l'espace. Il était temps de reprendre mon territoire, 1 centimètre à la fois, en commençant par la vérité. Le plan s'est dessiné dans mon esprit avec une logique implacable.
Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de rééquilibrage. La seule chose qui pouvait briser le mythe de Chloé était un fait, une vérité qu'elle ne pourrait ni nier, ni déformer. Je me suis souvenue de cette nuit, il y a quelques mois, où elle m'avait tout avoué, sa voix pâteuse à cause de l'alcool et du désespoir. Elle n'avait pas été licenciée à cause d'une restructuration, mais renvoyée pour faute grave. Le chiffre exact m'est revenu en mémoire. 800 €. 800 € de notes de frais falsifiées, des dîners inventés, des trajets personnels maquillés en déplacements professionnels. C'était là mon levier. Ce n'était pas une simple erreur, c'était un acte de malhonnêteté délibéré, un affront direct aux valeurs d'intégrité que mon père, directeur financier, prônait comme une religion. Cette information était l'arme parfaite, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était vraie. J'ai passé des heures à visualiser la scène du déjeuner dominical. La table en chêne massif, les assiettes de Limoges, l'odeur du rôti préparé par ma mère. Tout serait exactement comme d'habitude, une mise en scène parfaite de la famille idéale. C'est dans ce décor que je frapperai. Pas avec des cris, ni avec des larmes. La force de ma révélation résiderait dans son calme. J'attendrai le moment du café, quand les défenses sont abaissées et que la conversation s'apaise. Je regarderai ma sœur droit dans les yeux et je prononcerai la phrase que je répétais en boucle dans ma tête. Je n'allais pas l'accuser. J'allais simplement contextualiser son mépris pour mon propre succès. Je lui tendrai un miroir. Et pour la première fois, je forcerai toute la famille à regarder ce qui s'y reflétait vraiment, au-delà de l'image parfaite qu'ils avaient si désespérément entretenue pendant toutes ces années. Bien sûr, la peur était là, tapie dans un coin de mon esprit. Je savais que cette vérité ferait des dégâts. Elle ne blesserait pas seulement Chloé. Elle ébranlerait mes parents dans leurs certitudes les plus profondes. Mon père, en particulier. Sa déception serait immense, non seulement envers sa fille aînée, mais peut-être aussi envers lui-même, pour n'avoir rien vu. J'ai pesé le coût de cette explosion. D'un côté, la destruction d'une harmonie de façade, la fin d'une illusion confortable. De l'autre, ma propre dignité, mon droit à exister sans être constamment diminué. Le choix était douloureux, mais il était devenu évident. Continuer à me taire serait une trahison envers moi-même, la plus grave de toutes. Parfois, pour reconstruire quelque chose de sain, il faut accepter de tout raser. Et notre famille, telle qu'elle était, reposait sur des fondations pourries. Le dimanche matin est arrivé, baigné d'une lumière pâle et froide, qui semblait refléter mon état d'esprit. Je me suis habillée lentement, choisissant des vêtements neutres, une armure de simplicité. Chaque geste était mesuré, délibéré. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. En me regardant dans le miroir, j'ai vu un visage que je reconnaissais à peine. Les yeux n'étaient de plus ceux d'une jeune fille blessée cherchant l'approbation, mais ceux d'une femme qui avait pris une décision irrévocable. Une étrange sérénité m'a envahi, le calme qui précède la tempête. J'ai pris mes clés, et le son métallique dans ma main a résonné comme le compte à rebours final. En fermant la porte de mon appartement, j'ai pris une profonde inspiration. Je savais qu'en franchissant le seuil de la maison de mes parents, je mettais fin à un chapitre de ma vie. Le déjeuner le plus important de mon existence était sur le point de commencer. Le déjeuner du dimanche était un chef-d'œuvre de fausse normalité. Le rôti embaumait la salle à manger, les verres en cristal brillaient sous la lumière du lustre, et les conversations flottaient, légères et sans importance. J'ai joué le jeu, répondant par monosyllabes, souriant aux moments opportuns, attendant mon heure. Ma mère, soulagée par mon apparente docilité, me servait une part de tarte avec une affection renouvelée. Chloé, quant à elle, trônait au centre de l'attention, racontant une anecdote de son nouveau travail, son rire clair et confiant résonnant contre la vaisselle de Limoges. J'ai observé la scène comme si j'étais derrière une vitre, une étrangère dans ma propre famille. Le moment du café est arrivé. Mon père a posé sa tasse, un soupir de contentement sur les lèvres. Le calme s'est installé. C'était le silence que j'attendais, le vide parfait pour y déposer le poids de la vérité.
J'ai posé ma propre tasse. Le son de la porcelaine sur la soucoupe anormalement fort, et tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai regardé ma sœur, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié froide. J'ai laissé un silence s'étirer, juste assez longtemps pour que l'inconfort s'installe à table. Puis, d'une voix posée, aussi calme que la surface d'un lac avant l'orage, j'ai parlé. « Chloé, je comprends pourquoi mon succès te met mal à l'aise. Ça doit être difficile d'accepter que j'ai un bon travail quand on vient de se faire renvoyer pour avoir falsifié 800 € de notes de frais. » La phrase a flotté dans l'air, suspendue et irréelle. Le visage de Chloé a perdu toute couleur, passant du rose de la satisfaction au blanc cireux du choc. Ses yeux se sont agrandis, remplis d'une panique pure. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti pendant une seconde interminable. Puis, sa voix est montée, aiguë et stridente, brisant le vernis de sa perfection. « Tu es folle, de quoi tu parles? C'est complètement faux !» Le tremblement de ses mains a trahi son mensonge, avant même que les mots ne quittent ses lèvres. Ma mère s'est levée d'un bond, sa chaise raclant bruyamment sur le parquet. Son visage était un masque de fureur protectrice, ses yeux lançant des éclairs dans ma direction. Elle s'est avancée vers la table, sa main se posant sur l'épaule de Chloé comme un bouclier. « Léa, ça suffit. Comment oses-tu inventer des mensonges aussi horribles pour blesser ta sœur? C'est de la jalousie pure et simple, c'est méprisable. » Chaque mot était une gifle, une confirmation de mon statut d'outsider, de la méchante de l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Je n'ai pas scié, je suis restée assise, mon calme devenant une provocation silencieuse face à son hystérie. Elle voulait que je crie, que je pleure, que je confirme son diagnostic de petite sœur instable et envieuse. Mais je n'ai rien fait. J'ai simplement continué à regarder Chloé, attendant que la vérité fasse son chemin à travers les murs de déni que ma mère venait de construire à la hâte. C'est alors que mon père, qui était resté silencieux et immobile, a agi. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas bougé de son siège. Il a simplement posé ses couverts avec une précision chirurgicale, créant un petit bruit sec qui a coupé court aux accusations de ma mère. Le silence est retombé, lourd et menaçant. Son visage était fermé, impénétrable, celui d'un homme habitué à analyser des bilans, pas des drames familiaux. Ses yeux, d'un gris acier, se sont fixés sur sa fille aînée, ignorant complètement ma mère et moi. Il a parlé d'une voix grave et basse, une voix qui ne tolérait aucune évasion, aucune dissimulation. Chaque syllabe était chargée du poids de son autorité et de ses principes. « Chloé, regarde-moi, est-ce que c'est vrai ?» La question n'était pas une demande, c'était un ordre, un ultimatum. Le monde s'est arrêté de tourner, suspendu à la réponse qui n'arrivait pas. Le silence de Chloé était plus assourdissant qu'un millier d'aveux. Elle était incapable de soutenir le regard de notre père. Ses yeux fuyants cherchaient une issue qui n'existait pas. Son visage se décomposait sous nos yeux, le masque de la fille parfaite se fissurant pour révéler la panique et la honte en dessous. Ma mère, sentant le sol se dérober sous ses pieds, a vu le doute s'installer pour la première fois. Son ton protecteur s'est mué en une supplique tremblante, sa voix se brisant sur les derniers mots. « Chloé, pourquoi tu ne réponds pas? Dis-lui que c'est faux. » Mais Chloé ne pouvait plus mentir. Une larme, puis deux, ont roulé sur ses joues blêmes. Elle a baissé la tête. Ses épaules se sont affaissées dans un geste de défaite totale. Dans le salon bourgeois de mes parents, au milieu des souvenirs d'une enfance heureuse, le mythe de la famille parfaite venait de voler en éclats. Et c'est moi qui tenais le marteau. Le premier son qui a brisé le silence a été un sanglot. Un son rauque et laid qui s'est échappé de la gorge de Chloé. Ce n'était pas un cri de comédienne, mais le bruit brut d'un effondrement. Elle a avoué, à travers des larmes désordonnées, non seulement le mensonge sur les notes de frais, mais aussi la dette qu'elle m'avait fait porter, les 2500 € que j'avais payés pour elle. Chaque mot était une pelletée de terre sur le cercueil de son image parfaite. Mon père n'a pas bougé. Il l'a écoutée jusqu'au bout, son visage une plaque de granit. Quand elle a fini, il n'y avait aucune pitié dans ses yeux,
Seulement la froide déception d'un homme dont le code d'honneur venait d'être bafoué par sa propre fille. Il a regardé ma mère, dont le visage était dévasté, puis il a de nouveau fixé Chloé. La sentence est tombée dans un murmure glacial, plus terrible qu'un cri. Il n'allait pas la rejeter, non. Il allait faire quelque chose de bien pire. Il allait la confronter à la réalité qu'elle avait si désespérément fui. Il a pris une profonde inspiration, le genre de souffle qu'il prenait avant une décision importante au bureau. À partir du mois prochain, je cesse de payer ta part du loyer à Paris. La phrase était simple, factuelle, mais elle a eu l'effet d'une bombe. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, continuer à financer un mode de vie qui repose sur la malhonnêteté et le mépris des autres. Tu as profité de la gentillesse de ta sœur, tu as menti à ton employeur, et tu nous as menti à tous. L'indépendance, Chloé, ça se mérite. Ça ne se construit pas sur des secrets et des dettes que l'on fait porter aux autres. Humiliée, privée de son principal soutien financier, Chloé a compris que son monde venait de s'écrouler. Son bel appartement parisien, symbole de sa supériorité, devenait soudain un luxe inabordable. Elle était piégée, contrainte de faire face aux conséquences matérielles de sa faillite morale, et c'était une punition bien plus efficace que n'importe quelle colère. Ma mère, elle, était le spectacle le plus étrange. Toute sa fureur protectrice s'était évaporée, remplacée par une stupeur vide. Elle regardait Chloé, non plus comme sa fille prodige, mais comme une étrangère. Puis ses yeux se sont posés sur moi, et pour la première fois, je n'y ai vu ni reproche ni pitié, mais une lueur de compréhension horrifiée. Elle réalisait qu'en défendant aveuglément sa favorite, elle avait été complice de l'injustice. Elle avait nourri le mensonge et puni la vérité. Son silence était assourdissant. Elle ne m'a pas présenté d'excuses, pas encore, mais le réalignement des plaques tectoniques familiales avait eu lieu. Le pilier central de ses certitudes s'était effondré, la laissant à nu au milieu des ruines de l'image qu'elle avait si chérie. Elle venait de comprendre que la véritable force de la famille ne se trouvait pas là où elle l'avait toujours cherchée. Elle avait misé sur le mauvais cheval et la course était terminée. Je n'ai rien ajouté. Mon travail était fait. La vérité avait été dite, et elle faisait son œuvre destructrice et purificatrice sans que j'aie besoin d'intervenir davantage. Je me suis levée de table, mes gestes lents et délibérés dans le silence pesant de la salle à manger. Personne n'a tenté de me retenir. J'ai marché vers la porte d'entrée, et en posant la main sur la poignée froide, j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. Un poids que je portais depuis mon enfance, celui de n'être jamais assez, d'être toujours la seconde. En franchissant le seuil, l'air frais de l'après-midi m'a enveloppée comme une promesse. J'ai marché sans me retourner, laissant derrière moi le son étouffé des pleurs de ma sœur et le silence brisé de mes parents. Je n'éprouvais ni joie triomphante ni tristesse, juste une immense, profonde et apaisante sensation de libération. J'étais enfin libre. Les 2 semaines qui ont suivi ont été d'un calme absolu. Aucun appel, aucun message. C'était le silence de la reconstruction, ou peut-être celui du choc. J'ai utilisé ce temps pour moi, me concentrant sur mon travail, commençant à chercher activement mon propre appartement, ce projet que j'avais mis en pause pour elle. L'argent de la caution était toujours là, attendant. Et puis, un soir, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. J'ai hésité un long moment avant de répondre, me préparant à un flot de reproches ou à une tentative de manipulation maladroite. Mais la voix que j'ai entendue à l'autre bout du fil n'était ni accusatrice ni suppliante. Elle était fatiguée, fragile, et pour la première fois de ma vie, elle semblait incertaine. Elle a simplement dit mon nom. Puis il y a eu un silence. Un silence qui n'était pas vide, mais rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit entre nous. Sa voix était basse, presque hésitante, quand elle a finalement parlé. Elle ne s'est pas excusée avec de grandes phrases. Elle n'a pas tenté de justifier l'injustifiable. Elle a dit quelque chose de bien plus puissant dans sa simplicité. On n'a pas été justes avec toi, Léa. J'étais tellement aveuglée par l'image que je voulais avoir de Chloé que je n'ai pas vu celle que tu étais vraiment. C'était un aveu,
une fissure dans l'armure de la mère parfaite. Je n'ai pas répondu « je te pardonne », car ce n'était pas encore vrai. J'ai simplement dit « je sais ». Le chemin vers la reconstruction serait long, et il ne se ferait pas sur les cendres du passé, mais sur de nouvelles fondations. Des fondations basées sur la vérité et le respect mutuel. Cette conversation n'était pas une fin, c'était un début. Le tout premier pas sur un terrain fragile, mais, pour la première fois, honnête. Mon père, lui, a agi avec la logique implacable qui le caractérisait. 2 jours après mon départ, il a convoqué Chloé et a posé les termes de sa nouvelle réalité. Il n'était pas question de la chasser, mais de lui enseigner la leçon qu'il avait omis de lui apprendre, la responsabilité. Il lui a imposé un plan de remboursement strict pour les 2 500 € qu'elle me devait, prélevés directement sur son salaire. Privée du soutien financier parental, elle a dû quitter son appartement parisien et trouver un studio bien plus modeste, dans un quartier moins prestigieux. Elle a dû accepter un travail moins glamour pour joindre les 2 bouts. Ce n'était pas une vengeance, c'était une conséquence. La justice poétique, ce n'est pas de voir l'autre souffrir, mais de le voir contraint de vivre au niveau de sa propre intégrité. Et pour Chloé, cela signifiait repartir de zéro, sans les privilèges que son mensonge lui avait achetés. Aujourd'hui, je vous parle depuis mon propre appartement, un petit studio baigné de lumière dans le quartier de la Croix-Rousse. La vue de ma fenêtre donne sur les toits de Lyon. Un panorama de possibles, qui s'étend à perte de vue. J'ai utilisé mon premier salaire et l'argent que Chloé a commencé à me rembourser pour payer la caution. Chaque carton que je déballe est une affirmation de mon indépendance. Le son de mes clés dans la serrure de ma propre porte est la plus douce des musiques. Je n'ai pas seulement gagné un espace physique, j'ai conquis un espace mental. Un endroit où ma valeur n'est pas définie par la place que les autres me laissent, mais par celle que je décide de prendre. C'est un lieu calme, serein, un sanctuaire construit non pas pour échapper au monde, mais pour m'y préparer, avec une force que je ne me connaissais pas. La leçon la plus profonde que j'ai apprise n'est pas que la vérité triomphe toujours, c'est que le silence a un coût bien plus élevé que la confrontation. J'ai passé des années à acheter une paix factice avec ma patience et mes sacrifices, mais cette paix n'était qu'une prison dorée. En brisant les chaînes, j'ai découvert que les limites ne sont pas des murs pour exclure les autres, mais des fondations pour se construire soi-même. Le respect ne se mendie pas, il se commande par la simple décision de ne plus tolérer le manque de respect. J'ai compris que ma sensibilité n'était pas une faiblesse, mais une boussole. Et ce jour-là, au restaurant, quand leurs rires ont éclaté, ma boussole a cessé de tourner en rond pour pointer fermement vers une seule direction. Ma propre dignité. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai brisé une illusion qui nous empoisonnait tous. Les relations se reconstruisent lentement, différemment. Chloé et moi nous parlons peu, mais nos échanges sont enfin débarrassés de leur toxicité. Mes parents apprennent à me voir. Vraiment me voir. Pour la femme que je suis devenue. Je ne suis plus une note de bas de page. Je suis l'auteur de ma propre histoire. Mon premier vrai travail n'a pas été celui que j'ai décroché dans cette start-up, mais celui que j'ai accompli ce dimanche-là, à table. Le travail de me choisir avant tout le monde. La libération a un goût étrange, un mélange de solitude et de plénitude absolue. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?